Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Café Caen, le podcast de celles et ceux qui font bouger la ville. Je suis Ambroise, à l'origine de cette aventure avec Valentin, et avant de plonger dans le sujet du jour, un rappel important. Café Caen, c'est une coproduction Belle Écoute, studio de podcast à Caen, et La Bananerie, un espace collaboratif audiovisuel. Merci Homo de nous accueillir, nous y sommes là en ce moment. Pour cette table ronde, on ne s'installe pas autour d'une assiette, mais presque, on aurait pu, parce qu'on a des personnes talentueuses autour de nous. On va parler food, gastronomie caennaise, artisans passionnés, valeurs locales, circuits courts, équilibre économique, bref, tout ce qui permet à une ville de se raconter aussi par ce qu'elle mange. Ces dernières années, Caen a vécu une vraie révolution culinaire, coffee shop de spécialité, boulangerie artisanale, restaurant à forte identité, une effervescence sincère, exigeante, très incarnée. Et autour de la table pour en parler, Stéphanie Telling, cofondatrice de Keys & Co, pionnière du café de spécialité à Caen avec une approche aussi chaleureuse qu'exigeante. Justin Corion, restaurateur derrière Bonjour en bar, Gavroche et les touristes. 3 lieux, un ADN commun, une convivialité, un produit, une sincérité. Et Diego Laporal, artisan boulanger, fondateur de Pain Vivant, un pain radicalement artisanal, fermentation longue, variété ancienne, sourcing direct. Pas mal. Ensemble, on va parler goût, valeur, pédagogie, lien et de ce que Caen met dans sa cuisine et dans son identité. Justin, qui me demande mais par qui tu vas commencer ? Par toi Justin, et ça va bien se passer. Tu portes plusieurs lieux emblématiques, tu as vu la scène culinaire évoluer quasiment en direct. Comment tu décrirais la gastronomie caennaise aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a le plus changé ces dernières années ? Alors, ce qui a le plus changé aujourd'hui, c'est vrai que sur Caen, aujourd'hui je trouve qu'il y a une vraie montée en puissance de la restauration. Parce que effectivement, au profit de la restauration traditionnelle qui est en train plus ou moins de se perdre, on a des restaurants avec des vrais concepts aujourd'hui, des vraies identités visuelles. Et c'est vrai que donc on a une émergence sur la street food, premièrement. Ensuite sur les bars à tapas. Et aussi un petit peu sur les restos un peu bistronomiques. Qui potentiellement sont en recherche d'une étoile, par exemple. Et donc, effectivement, c'est vrai que la vraie restauration traditionnelle disparaît petit à petit. Et c'est des concepts qui plaisent aujourd'hui, notamment de mon côté aussi, sur les restos à tapas et un peu festifs aussi. Est-ce qu'on pourrait appeler ça de la gastronomie décomplexée ? Oui, c'est de la restauration décomplexée, et on le voit aussi aujourd'hui, c'est que nous, on a développé le concept de privatisation pour des groupes, un peu du sur-mesure, et en fait aujourd'hui on s'aperçoit que tous les groupes d'entreprises, des gens qui veulent fêter un anniversaire, un pot de départ ou un départ à la retraite par exemple, aujourd'hui ils ne veulent plus être dans le traditionnel resto où vous avez entrée, plat, dessert, vous êtes aligné sur 20 ou 25 personnes sur une grande tablée, et en fait vous conversez qu'avec les 2 ou 3 convives qui sont autour de vous. Ça aujourd'hui les gens ne veulent plus, on est plus sur des formules de cocktails dînatoires, et effectivement c'est ce qui est recherché aujourd'hui sur Caen. Voilà. Diego, est-ce qu'on peut dire qu'il existe une identité culinaire caennaise ? Parce que toi tu as un concept fort, mais un concept qui trouve sa place dans beaucoup de lieux, ça veut dire des restaurants qui peuvent utiliser tes produits, donc tu as certainement une vue de haut aussi. Comment tu la décrirais cette identité ? C'est vrai que je trouve que depuis que j'ai commencé Pain Vivant, que j'ai commencé l'expérience Pain Vivant, moi je suis issu du milieu de la restauration, j'étais cuisinier avant. Et du coup, en fait, je connaissais pas mal déjà ce milieu de restaurateurs. Et c'est vrai que maintenant, moi qui fais du pain, le fait que des restaurateurs s'intéressent à un pain dont la façon dont Pain Vivant le fait, c'est mettre aussi en avant, c'est qu'ils font attention déjà au pain qu'ils proposent. Parce que pour un restaurateur, en fait, le pain, c'est quelque chose qui est offert pour le client. Spécificité pas caennaise, mais française en tout cas. Ouais, bien sûr. Mais c'est quelque chose, je veux dire, pour un restaurateur qui est offert gracieusement au client, quoi. Donc c'est bien que ces restaurateurs fassent l'effort de faire attention au sourcing du pain, justement, pour proposer du pain de bonne qualité, quoi. Stéphanie, toi qui observes les habitudes depuis 10 ans, les Caennais ont-ils réellement changé leur rapport au local, au fait maison ?
Oui, j'ai vu une grande différence. Nous, ça fait 10 ans qu'on est ouvert maintenant. Donc, j'ai vu vraiment cette évolution depuis le début, notamment sur l'implantation de la cuisine du monde à Caen. Vraiment, je viens de la Nouvelle-Zélande, donc là-bas, il n'y a pas une gastronomie aussi forte qu'en France. Ici, c'est très fort, mais du coup, il y avait moins cette cuisine du monde, mais avec des produits locaux. Et on en retrouve, c'est quasi dans tous les restaurants indépendants maintenant, c'est obligatoire en fait. Ouais, ça peut être de la boisson, une limonade locale, jusqu'à évidemment le produit qu'on va utiliser pour faire sa recette, quoi, et qu'il faut mettre en valeur en quelque sorte. C'est un plus. Oui, c'est clair. Et en plus, je trouve que ça favorise vraiment la relation avec le fournisseur quand on peut rencontrer notre fournisseur, aller les voir et s'inspirer de ce qui se fait autour. Ça apporte vraiment du plus pour nous, pour vendre nos produits. Bien sûr. Diego, avec Pain Vivant, tu expliques souvent pourquoi un pain peut coûter 4 € et ce que ça change au quotidien pour la santé, l'environnement et même la manière de manger. Comment tu t'y prends pour transmettre cette culture du bon produit ? Je suppose qu'il y a quand même une nécessité de sensibilisation, d'éducation ? Je pense que, chez Pain Vivant, les pains, c'est plus 8 €, 8-10 € le pain. Je sais pas, c'est généreux. Mais c'est un pain en fait qu'on va acheter, c'est des pains qui font entre 1 kg et 1,2 kg. Et en fait, ça va durer toute la semaine, quoi. C'est vraiment un pain de garde et qui non seulement va vous nourrir, mais en fait va se garder sur la durée, quoi. Et on l'explique en fait de par le sourcing en fait, des blés. On travaille avec des blés anciens. Donc c'est des blés qui ont sur le point de vue nutritionnel qui sont très, très bénéfiques pour la santé. Et à partir de ce blé, on fait des longues fermentations. Donc on fait au minimum 16 heures de fermentation sur le pain, ce qui va permettre en fait, au levain de prédigérer le gluten et ce qui va rendre le pain plus digeste. Voilà. Donc tout ce problème de ventre gonflé après un sandwich ou autre, peut-être... De par et le pétrissage et surtout la durée de fermentation en fait. Justin, comment toi tu trouves l'équilibre justement entre une exigence produit et prix accessible ? Tu as parlé de lieux de fête notamment, dans le côté on vient fêter un anniversaire, etc. Peut-être que la démarche première n'est pas ce côté esthète du goût ou du produit, mais juste l'envie de s'amuser. Et en même temps, toi je pense que tu as envie d'avoir un engagement. Comment tu trouves le curseur ? Oui, effectivement, il faut trouver le bon, comme vous dites, le bon curseur. Moi, je suis un épicurien. J'aime les produits faits maison. J'aime les produits frais. Donc, effectivement, on se bat tous les jours pour retrouver les goûts et les saveurs auprès de nos clients. Maintenant, on a une hausse des prix de plus de 20% sur les 2 dernières années. Donc effectivement, il faut savoir faire des réunions avec nos chefs, sublimer des produits qui peuvent être bon marché pour effectivement réussir à les vendre à un prix accessible à tous. Voilà. Donc après, c'est pas tous les jours facile. Il faut calculer ses marges, il faut calculer ses coûts de revient et effectivement essayer de trouver le meilleur compromis pour que les gens aient quelque chose dans son assiette, mais que nous aussi, ça soit gagnant-gagnant et que l'expérience client, d'un côté, la personne repart en ayant gustativement parlant passé un bon moment, et de l'autre côté, le côté gagnant-gagnant. Donc pour moi, en tant que chef d'entreprise, en ayant une bonne rentabilité et gagner de l'argent dans l'entreprise. Voilà. Stéphanie, même combat avec le café. Faut encore éduquer les clients à ce qu'est un bon café. Oui, après, récemment, bien sûr, on a vu que les coffee shops sont de plus en plus connus en France. Donc, je pense on a vu les clients, ils sont prêts à dépenser un petit peu plus pour un bon café. Donc, le café de spécialité, on sait qu'il est bien sourcé, qu'on va retrouver un goût bien meilleur qu'un café... un café soluble voilà, donc ouais, les clients, on voit qu'ils sont prêts à dépenser un petit peu plus. Mais pour ça, il faut avoir une promesse forte en quelque sorte, un concept fort et ne pas se trahir, j'ai presque envie de dire. C'est une sorte de pression aussi que tu as au quotidien ? Oui, on insiste beaucoup sur la formation café chez nous. Nos salariés doivent passer par une formation interne avant de pouvoir être sur notre bench
belle machine à café. Donc voilà, donc pour nous c'est vraiment tout se passe dans le matériel, donc la machine à café, le moulin, tout ça c'est super important. Ensuite, le sourcing du café, on a de la chance nous de travailler avec Arbius Café Local et puis d'avoir des collaborateurs qui sont vraiment intéressés par ça. Donc, qui sont passionnés. Ouais. Est-ce que les canets sont prêts à payer la qualité, Diego, ou est-ce qu'il reste encore une barrière psychologique? Si moi je me fie que à mon expérience personnelle, le samedi matin au marché, j'ai rarement la chance d'avoir un de tes pains, donc apparemment ça a l'air d'être ok, mais blague à part. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, depuis je pense 3-4 ans, on a senti en fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus intolérants au gluten. Et en fait, qui justement se sont posé la question d'où vient ce problème en fait. Et en fait, c'est malheureusement en boulangerie conventionnelle, c'est des farines de mauvaise qualité et après le fermentation, tout ça. Et c'est vrai que quand on s'y intéresse, maintenant ils font plus attention au pain qu'ils achètent et l'impact en fait, c'est un impact direct qu'ils vont avoir sur l'organisme quoi. Mais c'est vrai qu'ils sont prêts à mettre le prix quand ils ont découvert ce que c'était quoi. Et pour les restaurateurs, parce que c'est vrai que toi tu as la double entrée qui est assez intéressante entre convaincre un restaurateur ou une personne qui va utiliser ton pain pour en faire un autre produit et toi-même qui vends ton propre produit, donc sur les professionnels de la restauration. C'est vrai que pour les professionnels en fait, quand ils se rendent compte qu'un pain ils vont le durer ils vont s'en servir 3-4 jours, ils vont avoir zéro perte par rapport à une tradition qu'ils vont acheter le matin et le soir ils pourront pas la passer pour le service, il n'y a pas photo en fait. Certes ils vont payer un petit peu plus cher, mais en fait pendant les 2 premiers jours ils vont le passer en pain de table et au bout du 3e jour ils font des tartines où il y a vraiment zéro perte quoi. Et même voir des croûtons ou de la chapelure, enfin il y a vraiment zéro perte. Ça peut aussi devenir un argument commercial. Je vois certains sandwichs qui vont pouvoir se targuer d'avoir un pain spécial, un pain en collaboration avec Pain Vivant. Ouais, bien sûr, c'est vrai qu'on mine de rien depuis ça fait 5 ans maintenant que Pain Vivant existe. On s'est fait un petit nom sur la région de Cannes et un peu plus loin aussi. Et c'est vrai qu'on fait des collabs justement notamment avec Isenko où on fait un sandwich chocopan. Ils font un sandwich sando inspiration japonaise qui est très cool. On parle restauration, je pense qu'on le sait, c'est assez connu que c'est pas un milieu facile, c'est un milieu de bosseurs, d'horaires, de RH à gérer et que c'est un engagement constant. J'aimerais bien qu'on parle un peu de ce qu'on voit rarement justement, la réalité d'ouvrir un business comme celui-là sur Caen. Qu'est-ce qui reste invisible selon vous dans la restauration, des choses que peut-être une personne qui vient profiter de vos lieux ne se rend pas forcément compte. Allez, je laisse la parole à qui il souhaite là-dessus. Ouais, Justin ? Ouais, du coup. Allô ? On t'entend. Du coup, effectivement, monter un restaurant ou des affaires un peu similaires, c'est vrai que le rôle du chef d'entreprise, c'est pas que de dire tiens, top, j'ai un resto, j'ouvre et puis effectivement, j'accueille les clients, ils payent et puis ils s'en vont. Parce que c'est sexy ce métier. Ce que je veux dire, c'est que le côté coffee shop va attirer énormément. C'est un peu même un fantasme, je pense, pour beaucoup. Le côté artisanal aussi revient énormément. C'est des choses porteuses, quoi. Et puis il faut pas oublier aujourd'hui que, alors c'est un peu de la facilité aussi, mais on a en 5 ans, il y a plus de 47 000 restaurants qui ont ouvert en supplément, en plus. On était dans les 350 000 aujourd'hui, on est 407 000 restaurants. Donc effectivement, c'est le rêve de beaucoup de gens. Sauf qu'il y a aussi beaucoup de restos qui ferment 2 ans après. Et parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, ouvrir un restaurant ne demande pas de diplôme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut décider de dire bon voilà, j'ai trouvé un cuisinier, j'ai un petit peu d'argent, je veux monter un restaurant. Mais effectivement, comme vous dites, il y a la face cachée de la gestion des RH. Aujourd'hui, on est dans un secteur qui est très très compliqué au niveau du recrutement. On est aussi avec des jeunes qui sont pleins d'envie au tout début et puis finalement qui déchantent. Parce que c'est dur. Parce que c'est dur, parce qu'ils se cherchent et parce qu'aujourd'hui, des anciens restaurateurs avec des serveurs qui font 40 ans dans la même maison, ça n'existe plus. Et qu'aujourd'hui, même si vous formez des serveurs, des chefs, des secondes cuisines, des barman, on est dans une génération, la nouvelle génération, qui aime bouger, qui aime voyager et qui veut faire des expériences à l'étranger. Et effectivement, donc, il reste 1 an, 2 ans, 3 ans. Et en fait, vous recommencez sans cesse le process. Vous recrutez de nouveau des personnes, vous les formatez comme vous avez envie qu'ils travaillent dans votre établissement. Et 1 an et demi après, voilà, ils ont envie de connaître une autre expérience. Donc effectivement, le côté RH est très compliqué. Derrière, il faut savoir qu'il faut se constituer une trésorerie.
Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, monter un restaurant, vous avez investi votre argent, vous avez un crédit en revanche qui tombe tous les mois. Et effectivement, quand vous commencez à avoir les premiers clients, il faut savoir aussi mettre de côté parce qu'à tout moment, et on l'a vu récemment avec le Covid, il y a 5 ans, mais des restaurants qui débutent et qui s'ils n'ont pas de trésorerie, en fait, un mois compliqué, un deuxième mois compliqué, puis le troisième mois, ça on met la clé sous la porte. Tu parlais qu'il n'y avait pas besoin de diplôme, que ça peut donner du coup très vite envie d'y accéder. Et en même temps, ton expérience, toi Stéphanie, ça a été de se dire, oui, mon envie était là, mais c'était pas si simple parce que notamment, il y avait un besoin de financement qui, au début, a été compliqué pour toi à trouver ce financement. Ouais, alors déjà, il y a 10 ans, je trouve que l'entrepreneuriat était moins présent à Caen. Donc les banques peut-être disaient moins oui. Et puis tu sortais des sentiers battus avec ton projet, ça veut dire il n'y avait pas encore de coffee shop véritablement à Caen. Donc il fallait vraiment qu'on défende ce projet qui n'était pas très connu à Caen. Pour nous, ça faisait partie de notre culture. Vraiment en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, les coffee shops existent depuis beaucoup plus longtemps. Donc c'était quelque chose qu'on connaissait très bien, qu'on arrivait à défendre comme ça, mais derrière on n'avait pas le financement, on n'avait pas l'expérience, donc ça a mis un frein, mais on est toujours là. Et on a appris au fur et à mesure, on apprend encore aujourd'hui. Est-ce que tu as encore des contacts avec ces banquiers qui ont dit non et 10 ans après qui voient le succès de Keys & Co et qui disent mince, on a peut-être loupé un truc là? Non, plus trop. Peut-être qu'ils nous regardent. Peut-être qu'ils nous regardent, ouais. Mais j'ai des très bons souvenirs des premières personnes qui nous ont vraiment suivis, qui nous ont vraiment défendus. Et ouais, pour ça. Diego, entre production, logistique, marché, sourcing, est-ce que tu te reconnais dans cette idée du métier total, de dire quand tu t'investis dans un business comme le tien, il n'y a pas le choix que d'être corps et âme ou quoi? De toute façon, tu n'as pas le choix en fait. Moi j'ai commencé tout seul il y a 5 ans, aujourd'hui il y a 8 salariés. Et je ne savais pas vraiment, pas du tout où est-ce que j'allais. Je ne connais absolument pas le métier. Je suis néo-boulanger, autodidacte, j'ai jamais eu de formation. Et en fait, c'était la découverte au fil du temps que ça a continué, quoi. Mais du coup, on apprend en fait. On apprend sur le tas. On compose. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y en a encore toujours. À force, là, on commence à avoir quelque chose de bien bâti, de bien solide. Mais on en apprend toujours, et dans le métier, et dans le métier de production, et dans le métier d'entrepreneuriat, et sur n'importe quel domaine, en fait. Et c'est intéressant, c'est très intéressant, c'est enrichissant. Quand on parle aussi de localisation, parce que toi en plus tu as 3 lieux, Justin, un qui est dans l'hypercentre de Caen, tu as 2 lieux dans Caen mais sur des lieux différents de Caen, peut-être un plus établi, d'autres des lieux en devenir aussi qui sont tout nouveaux. Toi tu es excentré du centre-ville de Caen. J'aimerais bien connaître votre rapport justement là où vous vous positionnez et au public que ça peut attirer et du coup comment il faut adapter. Je pense notamment à toi Diego avec Pain Vivant. C'est vrai qu'on pourrait se dire un pain comme tu le décris va peut-être être plus accessible pour un hyper urbain. Est-ce que c'est quelqu'un qui, quand tu vas à ta boulangerie, va venir se déplacer, qui va être place Saint-Saul, qui est capable de prendre son vélo pour aller jusqu'à vers Mondeville? Nous c'était ça le pari en fait. Le premier fournil il était à Boitteville-sur-Odon. Ça a duré 2 ans. On a voulu se rapprocher du centre-ville de Caen, mais en y intégrant un moulin parce qu'on fait notre farine également. Enfin, on produit du blé en Suisse normande. On fait notre farine sur place dans la boulangerie et j'avais le choix, la volonté de construire un four à bois dans presque l'hypercentre de Caen. Il se fait qu'on a trouvé un local à la demi-lune où on pouvait y mettre un four à bois. Et en fait, le défi, le pari, c'était de faire venir les gens jusqu'à nous, comme ils le faisaient déjà, comme ils venaient à Bretteville. Et ça a très bien marché, quoi. Ouais, ça prend. Donc quand la promesse est là. Complètement. Ouais. Alors je suppose que dans un lieu comme en bar, là, pour le coup, ça fait partie d'une des valeurs ajoutées aussi. En tout cas, un des avantages d'être au centre de là où sont les clients, tout simplement. Oui, tout à fait. Après, effectivement, donc moi j'ai 3 établissements. La chose qu'on a essayé de faire, c'est surtout d'essayer de bien différencier les 3 univers, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir la même clientèle ou bien des clients qui ne vont que chaque semaine dans le même lieu, parce que c'est ce qui leur correspond le mieux. Mais sinon, effectivement, on a des clients qui fréquentent les 3 établissements, mais qui découvrent 3 univers différents. Donc, on en a un qui est dans le quartier historique du Vogueux, donc effectivement, qui est plutôt sur le côté tapas traditionnel, avec un peu de pizza et de burger. Le tout fait maison, 95% fait maison. Et effectivement, par rapport à la deuxième affaire, donc Lambar, on est vraiment
été un petit peu plus innovants et peut-être certainement les premiers sur Caen d'avoir fait un peu le bar à tapas festif. Donc effectivement, c'est de grignoter, mais en même temps avec une ambiance festive, avec un petit DJ qui met de l'ambiance et tout. Je pense que c'était un petit peu le concept qui était manquant sur Caen. Et effectivement, là, même moi, je m'en suis un peu étonné, mais je suis finalement retourné en tant qu'épicurien vers le resto traditionnel aussi. Alors c'est vrai que les touristes, ça date de 1922, donc c'est la plus vieille brasserie caennaise. Donc quand j'ai eu cette opportunité, je me suis dit il y a quand même une petite histoire et tout, et que c'est bien placé en cœur centre-ville, et peut-être que l'avenir nous le dira, mais peut-être que dans 10 ans ça sera dans les peut-être 10 derniers restaurants traditionnels qui seront encore en activité sur Caen. Et effectivement c'est ce dernier projet qui me tient à cœur, parce que j'ai pas envie de perdre cette authenticité, et j'espère qu'on pourra la garder longtemps. Voilà. Ça donne quoi la presqu'île alors, Stéphanie? C'était un vrai pari, la presqu'île. J'ai toujours eu un œil dessus, même avant. Je rappelle juste à 2 des établissements. Un qui est le premier qui a ouvert, qui est juste à côté d'ici, du Maug. On a juste à traverser le pont, traverser l'Orne, et on y est. Et tu as ouvert un deuxième il y a 1 an, 2 ans? 3 ans. Oh, ça passe vite. 3 ans, qui se trouve cette fois-ci juste derrière la bibliothèque, à côté de la bibliothèque. Ouais, c'est ça. Donc avant d'ouvrir Kizenko il y a 10 ans, juste à côté du Maug, j'avais déjà la presqu'île en tête. C'était vraiment un lieu pour moi qui était mélanger l'art avec le cargo, les écoles, et tout ce qui est un peu difficile, comme les prostituées, les réfugiés, avec qui je travaillais avec une association à ce moment-là. Donc c'était très important pour moi, cette différence. Donc j'ai toujours rêvé d'ouvrir quelque chose sur la presqu'île pour pouvoir un peu mélanger les communautés, apporter quelque chose. Et donc c'était un vrai pari, parce qu'il y a 3 ans, la presqu'île commençait tout juste à se développer. Et voilà, mais on y est encore, et puis ça se développe encore, et on est très content d'être là. J'aimerais bien qu'on parle ensemble aussi du lien que vous construisez avec vos clients. On parle souvent de communauté, c'est un terme très à la mode depuis les réseaux sociaux, les applications. Voilà, on ne parle pas de clients, on parle de communauté. Est-ce que ça s'applique pour la restauration? Est-ce que les artisans et producteurs travaillent en réseau aussi, par le fait de ce que je vois? Certains se connaissaient déjà autour de cette table ronde. Voilà, est-ce que vous sentez une dynamique de communauté, une vraie communauté, Diego? Moi, oui, clairement. Sur Instagram, il y a plus de 80 000 followers. Donc il y a vraiment un impact mondial presque sur ce qu'on fait, en fait, des gens qui s'intéressent. C'est-à-dire qu'il y a une curiosité qui oui, bien sûr, mais au-delà de nos clients personnels, que ce soit professionnels, et même en fait quand les gens scrollent sur c'est des choses, en fait ils veulent du visuel. Et en fait le visuel est vraiment très important, du visuel très rapide et très impactant en fait. Et c'est vrai que c'est chouette en fait, c'est chouette de partager des choses, son quotidien, de choses qui nous semblent, nous tapent dans l'œil. Et en fait moi c'est quelque chose qui c'est moi qui fais tout, et c'est vraiment quelque chose d'instinct qui nous percute, et qu'on a envie de partager en fait, parce que ça nous fait vibrer, parce que ça nous fait ressentir quelque chose, quoi. Ouais, je comprends. Cette communauté de ton côté, Stéphanie, c'est vrai que tu as tissé des liens, ne serait-ce qu'avec Paris-Vin, avec Arbuste, mais qu'est-ce que ça change véritablement dans le quotidien? Parce que je crois aussi qu'il y a une vraie communauté autour de tes réseaux sociaux. On a fait un petit contenu avec toi juste avant pour Café Camp, pour dire que tu serais là aujourd'hui, et on a vu la puissance de ta communauté aussi derrière, qui est curieuse, qui souhaite te suivre. Donc on voit qu'il y a un engagement qui va au-delà du produit, du lieu, mais aussi qui est lié à toi. Oui, je pense que les gens veulent voir de plus en plus ce qui se passe derrière. J'ai vraiment vu cette évolution sur ça aussi, sur les réseaux. On poste plus juste des photos des plats qu'on fait, parce qu'on voit des beaux plats partout maintenant. Mais vraiment l'identité des lieux, ce qui se passe derrière, l'histoire qu'on a envie de raconter avec notre concept. Donc ça crée vraiment des liens avec les clients, de pouvoir partager notre histoire et de pouvoir en apprendre sur eux aussi.
c'est peut-être aussi dans les moments durs que c'est agréable de l'avoir, cette communauté, parce que quand vous avez ouvert, vous alliez ouvrir la presqu'île, il y a quand même eu un incendie que vous avez subi. Vous avez ressenti aussi le poids de cette communauté, la force de cette communauté à ce moment? Je ne sais pas comment j'aurais fait sans notre communauté. Ouais, vraiment, c'était traumatisant cette période. Je l'ai un peu bloqué de ma tête. Un déni. Un déni. Mais la réponse, le soutien qu'on a eu des personnes qui nous suivent et des autres restaurants sur Caen, c'était incroyable. Donc ouais, vraiment, on se sent soutenu dans les moments durs, mais aussi, comme avec la vidéo que tu as postée, on se sent soutenu aussi dans les moments où on partage nos histoires. Justin, cette solidarité locale, elle fait partie de ton ADN d'entrepreneur aussi Oui, tout à fait. Alors, après, on parle de communautés, mais c'est vrai que nous, on a potentiellement 3 communautés différentes, puisqu'on n'a pas forcément les mêmes clients qui fréquentent les établissements. Mais en revanche, moi je pense que le cœur de notre communauté, c'est le bon vivant. Voilà. Aujourd'hui, nous, on a le bon vivant. J'ai aussi, d'ailleurs, je travaille avec beaucoup de producteurs locaux. Donc on essaye de rayonner sur la ville caennaise avec tous ces producteurs et de créer ensemble la communauté du bon vivant, du partage, de passer des bons moments. Donc c'est vrai que voilà, c'est à mon identité propre aussi. Et voilà. Et de l'autre côté, pour revenir aussi sur ce que tu disais, c'est que je suis d'accord. Cette communauté-là, elle veut aussi voir un petit peu l'envers du décor, voir un petit peu les galères qu'on peut avoir. Et via les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on essaie de communiquer, non pas que sur les plats justement, mais sur toute la face cachée. Que ça soit des livraisons, tous les problèmes qu'on peut avoir de tous les jours et tout. Et ça, on communique pas mal dessus et ça plaît aux gens. Voilà. Quand on parle de demain maintenant, demain sur Caen, la scène food, la scène restauration, c'est vrai qu'on voit dans des grandes villes des concepts de pépinières, de restaurants, avec des food courts, avec la capacité de tester plein de nouveaux concepts, avec aussi une nouvelle manière d'entreprendre la cuisine, où on va peut-être plutôt la voir comme un vrai job. Ça veut dire on va faire ça le midi, mais le soir je suis avec ma famille en fait, et le week-end je suis avec ma famille et c'est ok. Moi j'ai eu cette expérience-là sur Lyon notamment, alors pas du tout la même taille de ville et pas la même histoire. Est-ce que vous avez l'impression qu'on va aussi potentiellement arriver à cela, parce que on voit aussi que quand il y a ce genre d'initiative, c'est aussi parce que il y a un vrai réseau, un vrai tissu où les acteurs de la restauration ont décidé de faire avancer tout type de personnes confondues. Ça veut dire pas uniquement leur business ou leur chiffre d'affaires, mais en quelque sorte de partager cette envie de faire autrement. Est-ce que vous avez l'impression qu'il pourrait y avoir cette impulsion ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut se dire qui manque un peu sur la scène caennaise? Moi, je pense que ce serait bien qu'il y ait au-delà d'un food court, enfin même avant ça, quelque chose de plus petit, mais une halle couverte, en fait, tout simplement, qui est une halle couverte à Caen, où pas mal d'artisans et de commerçants pourraient avoir leur petit shop, et puis que ce soit tous les jours, ou enfin bref, peu importe le créneau, mais qu'il y ait un emplacement couvert avec des grandes tables où chacun prend ce qu'il veut, que ça soit jeune au milieu et partage, ça serait plutôt chouette, ouais, c'est sûr. Quelque chose que tu trouves intéressant aussi, Stéphanie? Oui, encore une fois, c'est quelque chose que je connais très bien, les food courts. On en fréquente toujours en Nouvelle-Zélande quand on y retourne. Donc oui, c'est encore quelque chose qui pourrait se développer à Caen et ce serait bien. Ce serait sympa de voir ça. Comme je parlais tout à l'heure, je trouve que la cuisine du monde commence à plus être travaillée à Caen, mais ça manque encore un peu. Donc ce serait sympa de voir ça. Est-ce que toi aussi tu le ressens, ce côté un peu pile poil à la frontière entre la petite ville où il n'y a pas histoire de cela et la grande ville où il faudrait cela, et que ce côté moyen, on ne sait pas trop de quel comté on est en termes d'offres de restauration, Justin? Alors ça, c'est un vrai sujet parce que moi je suis pas forcément d'accord avec nos deux autres invités, mais parce qu'effectivement moi je trouve qu'aujourd'hui on atteint un plafond par rapport au nombre d'habitants sur Caen. Je trouve qu'il y a un petit peu trop de restaurants, ça c'est mon avis personnel. Effectivement, faut pas oublier que les 3 plus gros consommateurs de restauration, aujourd'hui, on ne les voit plus. Il faut savoir que c'est le bâtiment, l'immobilier et les concessionnaires automobiles. Donc après, c'est la crise, c'est comme ça, et c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'idée de faire un food court, c'est très bien. Et
peut-être que Caen est à la limite de pouvoir le faire par rapport au nombre d'habitants et son agglomération caennaise. Maintenant, aujourd'hui, je tilte quand même parce que effectivement, soit il faut qu'il y ait une baisse de restaurants tout autour pour effectivement qu'il y ait ce food court, ou alors je ne sais pas où le développer, mais ce que je vais expliquer, c'est qu'aujourd'hui le midi est aujourd'hui très Concurrentielle non, pas très concurrentiel. Enfin, disons qu'il y a de moins en moins de gens qui vont au restaurant le midi. Le fait du Covid, le télétravail a fait que les gens mangent de plus en plus chez eux. Et les gens ont appris à cuisiner pendant le Covid et se sont aperçus que faire un petit plat à 3 € chez eux, en fait, c'est jouable. Et du coup, ils emmènent leur petite popote au travail. Donc, effectivement, je botte un peu en touche. En revanche, je suis d'accord aussi sur le côté d'apporter des cuisines du monde. Certainement qu'il n'y en a pas assez. Mais voilà, aujourd'hui, je suis un peu balancé par rapport à ça parce que je trouve qu'on atteint un plafond aujourd'hui à Caen. Et voilà, il faudrait peut-être réguler un petit peu. D'ailleurs, à ce sujet, c'est un vrai débat aussi, mais il y a eu le président de l'UMI Restauration France qui a évoqué au mois d'août un numerus clausus, notamment sur Bordeaux, parce qu'en fait, on s'aperçoit aujourd'hui qu'à Bordeaux, il y a un restaurant pour 130 habitants. Donc, en fait, si demain, vous imaginez que tout le monde sorte en même temps, effectivement, c'est un peu compliqué pour remplir tous ces restaurants. Donc voilà, à voir sur Caen, on n'en est pas là. On gagne des habitants tous les ans à Caen. Donc, mais voilà, il faudrait peut-être le stopper et se concentrer sur ce qu'on a déjà aujourd'hui. Voilà. On l'entend et c'est intéressant aussi d'avoir différentes opinions. Ça montre la richesse de cette scène food. Merci à vous trois d'avoir participé, Stéphanie, Justin, Diego, pour une discussion riche. Et puis, ce qu'on retient, c'est que la food caennaise, c'est pas juste du produit, c'est une chaîne humaine, c'est une énergie collective et un engagement quotidien. À Caen, bien manger est un effort partagé. Artisans, restaurateurs, producteurs et clients curieux. Pour toi qui as écouté ce podcast, il est le temps de le noter, 5 étoiles, ça nous ferait plaisir. Le partager sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres tables rondes qui arrivent sur des sujets très variés. On poursuit cette journée marathon et on se dit à très vite.